Bonjour à tous, nous sommes à 2700 mètres d'altitude au pied du glacier de Saint-Sorlin-d'Arves où culmine le pic de l'Étendard à 3465 mètres d'altitude, un haut lieu de ski de randonnée et d'alpinisme. L'intérêt de cette émission est de prendre conscience de l'état de l'eau en Maurienne. Allons à la rencontre de scientifiques. Suivez-moi. Fanny Brun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse à l'IRD, c'est l'Institut de recherche et de développement qui est rattaché à l'IGE. Qu'est-ce que c'est l'IGE d'ailleurs? L'IGE, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc c'est un laboratoire de recherche rattaché à plusieurs instituts, dont l'Université Grenoble-Alpes. Et en fait, c'est un institut qui regroupe beaucoup de thématiques très diverses, dont une des thématiques qui porte sur l'étude des glaciers et du changement climatique. Alors on rappelle, aujourd'hui on est ici au glacier de Saint-Sorlin-d'Arves, on est à 2700 mètres d'altitude. C'est un glacier donc, je crois qu'il s'étend sur 270 hectares et qui est en train de fondre. Je crois que vous êtes là pour l'étudier. Tout à fait. Il y a peut-être parmi les spectateurs des gens qui sont venus à l'Étendard par le passé. Et donc c'est vraiment ce glacier de Saint-Sorlin. C'est vraiment la victime du réchauffement climatique. On voit d'année en année son front qui recule et on voit aussi la pente qui donne accès à l'étendard qui se déglace parce que il y a 15 ans on voyait quasiment aucun rocher. C'était une pente de neige et de glace et là aujourd'hui c'est une pente partiellement rocheuse. Alors concrètement, vous venez travailler ici, donc là vous êtes arrivé ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain ? On est arrivé ce matin et il faut savoir qu'on vient assez régulièrement. On va venir voir le glacier environ 4 ou 5 fois par an en moyenne. Et parce qu'on assure le suivi de son bilan de masse. Donc c'est-à-dire que chaque année, on calcule combien de neige il accumule pendant l'hiver et combien de neige et de glace fondent au cours de l'été. Et donc là, très concrètement, en fait, aujourd'hui, on va faire de la maintenance parce qu'on va remplacer ce qu'on appelle des balises d'ablation. Donc c'est des jalons qu'on insère dans la glace et en fait on les laisse dépasser un petit peu et puis en fait avec la fonte, le jalon émerge de plus en plus et donc quand on revient à la visite suivante, on peut mesurer la fonte de la glace. Alors ces jalons que vous avez mis en place, j'imagine c'est l'année dernière que vous avez installé les jalons ou c'est plus ancien ? Alors les premiers jalons, ils ont été installés en 1957. Donc ça veut dire qu'on étudie le glacier depuis 1957. Tout à fait, donc c'est une série qui est exceptionnelle par sa longueur. Dans le monde entier, il y a environ une dizaine de séries de mesures de bilan de masse de glaciers qui atteignent ces longueurs. Donc c'est vraiment une référence. Et donc les jalons qu'on va remplacer spécifiquement, on les a installés il y a 2 ans à peu près. Il se trouve que si on repart quelques années en arrière, il y avait moins de fonte saisonnière, donc on remplaçait les jalons aussi moins souvent. Donc c'est encore un marqueur indirect de l'accélération des pertes de masse des glaciers. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de l'épaisseur de ce glacier concrètement en moyenne ? Alors en moyenne c'est un peu difficile à dire parce que vous voyez que le glacier, on sent que son épaisseur elle est très variable. Par exemple si on regarde la pente de l'étendard, on voit que les rochers ils sont vraiment juste à côté, donc là la glace est très fine. Par contre on estime que sous la langue, au plus épais, on a environ encore une centaine de mètres d'épaisseur de glace. Alors c'est signe que le glacier va prochainement disparaître. Est-ce que c'est vrai qu'en d'ici 2060, il pourrait ne plus exister ? Tout à fait. En fait, c'est les projections qu'on réalise sur la base à la fois des scénarios climatiques futurs du GIEC, sur la base des observations qu'on a actuellement. On estime que l'essentiel du glacier aura disparu aux alentours de 2050 à peu près. Donc ça veut dire qu'ici, il y aura un champ de cailloux en fin de compte, on aura un cycle de l'eau modifié. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, sous la langue, on aura soit des dépôts du style un peu éboulis, des dépôts un peu grossiers, soit des roches moutonnées. Donc ça, l'avenir nous le dira. Et en effet, ça va changer le cycle hydrologique. Parce que en fait, ces glaciers ils jouent un rôle surtout quand on est en saison estivale sèche et assez tard en saison. Donc quand toute la neige saisonnière a disparu, quelque part ce qu'on fond typiquement au mois d'août, ça va être la glace de glacier. Et donc c'est à ce moment-là que le glacier joue un rôle hydrologique important. D'accord. Alors sur un glacier comme ça, est-ce qu'on peut considérer que l'activité humaine a un impact aujourd'hui ? Est-ce que vous le voyez ?
Alors, c'est pas très facile de répondre à cette question. Ce qu'on voit, c'est l'impact humain sur les émissions de CO2. Donc, les émissions de CO2 par les êtres humains sont la cause du réchauffement climatique. Ça, c'est connu. Voilà, ça, c'est connu. Et donc, ça, la conséquence pour les glaciers, c'est vraiment une accélération des pertes de masse qui est visible sur les glaciers des Alpes qu'on suit, mais qui est aussi visible à l'échelle globale. Pour vous donner un chiffre, entre 2000 et 2010, si on prend l'ensemble des glaciers de la Terre, en 10 ans, ils se sont amincis de 4 mètres. Et si on prend entre 2010 et 2020, l'ensemble des glaciers de la Terre, ils se sont amincis de 6 mètres. Et donc c'est une différence qui est quand même vraiment... voilà, donc c'est une accélération des pertes de masse qui est vraiment forte, quoi. Voilà, et sur le site là, est-ce qu'il y a des menaces, est-ce qu'il y a des dangers pour par exemple les gens qui pratiquent l'alpinisme, le ski de randonnée aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prévenir les gens? Est-ce que les conditions se modifient sur le terrain? Alors, les conditions, elles se modifient en effet parce qu'avec le recul du glacier, ce qu'on a observé par exemple, c'est que la pente d'accès au sommet de l'étendard, elle se raidit. Et donc ça, c'est plus compliqué pour les gens qui sont à pied. Après, ça reste une course d'alpinisme assez facile et c'est pas un obstacle majeur pour les alpinistes. Pour l'instant, sur le glacier de Saint-Sorlin, il n'y a pas de risque documenté, mais c'est difficile d'anticiper vraiment. On voit par exemple le cas du glacier de la Marmolada qui s'est effondré récemment en Italie, montre que on peut être surpris par des risques glaciaires qui se développent à des endroits qu'on n'attendait pas forcément. Alors là aujourd'hui vous êtes ici, est-ce que vous étudiez d'autres sites là dans la région? Alors dans la région, oui, on étudie le glacier de Gébrula dans le massif de la Vanoise et on étudie aussi les glaciers d'Argentière et la mer de glace dans le massif du Mont Blanc au-dessus de la vallée de Chamonix. Donc ça, c'est vraiment nos 4 sites phares. On a des collègues à Grenoble qui suivent le glacier blanc, donc en partenariat avec le Parc national des Écrins. Et nous, un peu une des spécificités de notre laboratoire à Grenoble, c'est qu'on s'intéresse aussi à d'autres sites. Donc il y a des glaciers dont on a initié les séries de mesures dans les Andes, qui sont maintenant, donc ces mesures sont maintenant faites par des partenaires locaux, en Bolivie notamment. Et c'est un peu la même histoire au Népal. On suit un glacier aussi au Népal. Eh bien, écoutez, sur ces belles informations, on vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux sur ce glacier et ailleurs. Et puis moi je vous propose qu'on passe la parole à Martin Ménégos qui va poursuivre un petit peu sur la climatologie. Martin Ménégos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CNRS et climatologue à l'IGE, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites avec l'équipe de recherche sur ce glacier? Moi je suis là pour aider pour participer aux mesures glaciologiques. Donc concrètement en fait on a un réseau d'observation qui s'appelle Glacioclim et qui surveille l'évolution de glaciers dans différents massifs, dans les Andes, l'Himalaya, les Alpes et en Antarctique. Et en fait, ce réseau, il se base sur 2 types d'observations. D'une part, des observations météorologiques et d'autre part, des observations glaciologiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les observations glaciologiques. Et notamment, on est là pour mesurer le bilan de masse, pour changer des balises qui nous permettent de mesurer annuellement le bilan de masse, biannuellement d'ailleurs, le bilan de masse du glacier. Ce que nous expliquait Fanny, alors justement, vous en tant que climatologue, qu'est-ce que vous faites par rapport à... Vous faites des relevés, comment vous vous y prenez? Parce qu'il y a une station météo à proximité, il y a quand même des équipements. Tout à fait, en fait, l'un des enjeux de la climatologie, c'est de comprendre le lien qu'il y a entre les variations climatiques à l'échelle locale, et notamment qui sont observées avec les stations météo du Radio Glacioclim, on en a là à côté du glacier de Saint-Sorlin, avec le changement climatique à l'échelle globale. Et donc notamment, on essaie de relier ce qu'on est capable d'observer localement avec ce qu'on simule à grande échelle avec des modèles climatiques. Donc effectivement, vous faites des projections à plusieurs décennies, c'est ça? Tout à fait, les modèles climatiques ils sont utilisés à la fois pour avoir une estimation de la variabilité climatique dans le passé, par exemple notamment depuis que les activités humaines impactent le climat au milieu du 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, et aussi dans différentes projections futures qui sont basées sur différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors je voulais savoir par rapport à vos travaux, est-ce que le grand public y a accès et comment vous communiquez avec les gens? Comment ça fonctionne? Alors le système de la recherche au niveau international, il est vraiment clairement basé sur les publications scientifiques. Quand on écrit des publications,
elles sont relues et corrigées par des pairs de manière anonyme. Et donc toutes ces publications, qui sont souvent écrites en anglais, elles sont disponibles à l'échelle planétaire, hein, notamment avec Internet, assez facilement. Et en plus de ces publications, il y a tout un travail de vulgarisation qui est fait à différents niveaux, alors qui peut être fait lors des échanges entre les médias et les scientifiques, mais qui sont aussi faits par exemple à la demande de collectivités territoriales qui vont contacter directement les scientifiques pour avoir des expertises sur par exemple le climat ou les glaciers d'une région. Le site là, le visuel qu'on a, on le voit un peu grisâtre, on le voit un peu, pas forcément blanc partout. Alors est-ce qu'on peut décrire en 2 mots donc la partie haute qui est bien blanche, puis cette partie basse un peu plus grise là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui compose là? Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être expliquer d'abord qu'est-ce que c'est un glacier. En fait, un glacier, c'est de la neige qui s'accumule au cours des années et qui, à force de s'accumuler, devient de la glace. Et un glacier est composé de 2 parties. La zone d'accumulation en amont, dans laquelle il y a plus d'accumulation de neige que de fonte à l'échelle annuelle, et la zone d'ablation, dans laquelle il y a plus de fonte que d'ablation à l'échelle annuelle. Et donc à la fin de l'hiver dans les glaciers alpins, souvent les glaciers sont entièrement recouverts de neige, on sort de la période où il y a eu beaucoup d'accumulation, et peu à peu il y a de plus en plus de fonte qui se met en œuvre, et au bout d'un moment, avec la fonte, eh bien, il y a la glace qui apparaît, et la glace elle est plus sombre. Et d'ailleurs, ça c'est un processus qu'on cherche à bien comprendre quand on simule physiquement l'évolution du glacier. C'est l'évolution de son bilan de masse de surface en fonction du bilan d'énergie, c'est-à-dire de sa capacité par exemple à absorber le rayonnement solaire. Et typiquement, une surface de glace qui est plus sombre, elle va plus absorber le rayonnement solaire que lorsqu'elle est enneigée, parce que quand elle est enneigée, elle est plus claire, elle a un albédo plus élevé, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à réfléchir le rayonnement solaire vers le haut plus importante. Bah écoutez Martin, merci pour ces explications, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et puis de comprendre comment ça vit ces glaciers. Et on vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux de recherche sur ce site et ailleurs. Et puis on vous souhaite une bonne continuation, merci. Derrière cette montagne, un grand domaine skiable, les Cybèles, qui nécessite l'utilisation de l'eau pour sécuriser l'enneigement des pistes de ski. On retrouve tout de suite notre correspondant Florian Paris qui reçoit Alexandre Molin, directeur des Cybèles et président de Domaines skiables de France. Merci Cédric, nous voici maintenant à la gare d'arrivée du télésiège du Plan des Moulins à Saint-Sorlin-d'Arves en compagnie d'Alexandre Molin, président de Cybèles.ski et avec le glacier de Saint-Sorlin derrière nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Florian. Donc nous sommes sur votre domaine skiable en tant qu'exploitant et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est la ressource en eau en Maurienne et plus recentré ici sur le domaine Cybèles, sur la vallée de l'Arvan. Déjà en termes de carte d'identité du domaine skiable des Cybèles, quelles sont les consommations en eau et le pourcentage du domaine skiable qui est enneigé de manière artificielle avec de neige de culture? Alors, on ne dit pas de manière artificielle parce que c'est que de l'eau qu'on envoie dans la nature. Il faut arrêter ce terme parce qu'on pense souvent qu'on va mettre des produits, mais c'est que de l'eau qu'on cristallise avec du froid et qui retombe sur un sol naturel. Aujourd'hui, 48% du domaine skiable est équipé en neige de culture. On est quasiment arrivé au maximum de ce qu'on a besoin. Je crois qu'il reste 2 pistes sur l'ensemble du domaine qui seraient peut-être à aménager. Donc nous avons aujourd'hui une consommation qui est aujourd'hui de 500 000 m3 d'eau qui sont prévues et autorisées, entre guillemets, dans les autorisations qui viennent sur le captage qui permet d'alimenter tout le territoire en eau non potable et en eau potable. C'est une consommation qui est constante là, ces dernières années ou... On a beaucoup travaillé, parce que notre but c'est pas d'en faire le plus possible, on a beaucoup travaillé sur 2-3 petits reprofilages de pistes pour éviter de surproduire, de pouvoir diminuer la production. Et puis on a aussi équipé certaines de nos dameuses avec un GPS qui va calculer la hauteur de neige qu'il y a pour éviter à la fin, parce que même le meilleur des chauffeurs de dameuses qui connaît le territoire l'été, à un moment dans l'hiver on ne repère plus quels sont les trous, les bosses, et ça nous permet de connaître exactement la hauteur de neige et donc d'adapter notre production de neige, et grâce à ça on a réussi à baisser de 15 à 20% notre besoin en consommation, en utilisation d'eau, parce qu'on utilise l'eau et on la rend à la nature quand elle fond.
D'accord. Et donc sur l'approvisionnement, enfin, d'où vient cette eau finalement qui est utilisée pour la neige de culture? Cette eau, elle vient d'un ancien barrage EDF qui est au pied du glacier, qui est alimenté par la fonte des neiges, pas du glacier directement, parce que ça fait longtemps que c'est plus le glacier qui alimente cette réserve d'eau, qui vient et qui mesure quelques millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, l'ensemble du territoire a le droit, entre guillemets, pour la consommation en eau potable, c'est-à-dire le besoin des ménages, des gens qui vivent, des touristes qui viennent, plus de la neige de culture, à 1 800 000 mètres cubes. Sur ces 1 800 000 mètres cubes, on utilise à peine 1 million. Donc la perspective sur les années, enfin très court terme, sur l'avenir, là-dessus, sur cette consommation en eau et cet approvisionnement, vous êtes serein, vous avez des études pour modéliser cet approvisionnement, comment vous voyez le sujet de la ressource en eau? Alors le sujet de la ressource en eau, vous poserez peut-être la question aux gens qui la gèrent, c'est la 3CMA qui est gestionnaire entre guillemets de ce réseau d'approvisionnement du territoire, et ce n'est pas de l'eau potable qu'on prend. On utilise les mêmes conduites pour amener l'eau sur le territoire et après elle est rendue potable une fois qu'elle est dans les stations avec le traitement nécessaire à la rendre potable. Mais aujourd'hui je pense que la ressource est relativement constante et sur l'avenir des domaines skiables, on entend souvent des personnes qui aimeraient nous voir disparaître, dire que dans 10 ans il n'y a plus de ski. Aujourd'hui, toutes les études ClimSnow, qui est un outil qui a été fait par 2 scientifiques qui contribuent au rapport du GIEC spécifique à la montagne, montrent qu'on a une perspective en termes économiques à extrêmement long terme, en termes humains à plus d'une demi-décennie. Donc aujourd'hui, nous voulons aussi nous doter de cet outil-là pour faire des choix dans le futur, de dire on va privilégier tel secteur par rapport à tel secteur, parce que ce sera indispensable et qu'en bon utilisateur, on doit travailler de manière plus fine et plus intelligente afin d'être pas en contradiction avec ce qui se passe dans la réalité de la nature. D'accord. Au niveau de vos collaborateurs, des salariés, il y a des formations spécifiques sur les niveaux culteurs, enfin pour la ressource en eau, la gestion? Bien sûr qu'on travaille de manière très spécifique et eux c'est même leur outil, mais après ils se servent des données des dameurs justement qui disent la hauteur de neige pour dire à tel moment on va arrêter de produire de la neige. Il y a 15 ans en arrière, des fois on finissait la saison, il pouvait rester 50, 60, 70 cm de neige et il y avait de la neige qui fondait jusqu'au mois de juillet. C'est débile, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ce qui est prévu dans les engagements qu'ont pris tous les exploitants de domaines skiables, on s'est équipé de GPS sur les dameuses, ce qui nous a permis de réduire notre emprunt à la nature en termes de ressources en eau. Et sur la vie économique globale des stations, parce que les domaines skiables sont un support et le pilier, au niveau de l'hébergement, de la consommation en eau, et vous en tant qu'acteur aussi de l'hébergement sur les Cibelles, comment vous traitez le sujet de manière spécifique ou... Je pense que chaque utilisateur de l'eau doit faire attention. Il est facile aujourd'hui de pouvoir mettre des robinets qui réduisent la consommation, un tuyau de douche qui réduit la consommation, et puis de ne pas gaspiller. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous apprendre à ne pas gaspiller. Mais il a été prévu pour le territoire une utilisation d'1 800 000 m3. On en est à 1 100 000, donc c'est-à-dire qu'on est à 55-60% de ce qu'il a le droit d'utiliser. Le but, c'est pas d'aller plus loin, c'est de gérer plus finement, d'être beaucoup plus vigilant sur chaque utilisation, mais que ce soit les entreprises ou les personnes physiques, les individuels qui vivent ou qui viennent profiter du territoire pour les vacances. Et l'impact financier finalement de cette consommation d'eau et tous ces services associés pour faire tourner un domaine skiable, c'est neutre, c'est pas anodin, mais je veux dire, combien ça pèse aujourd'hui dans le modèle économique d'un exploitant comme vous? Dans le modèle économique, c'est une part qui doit être 4, 5%, 6% du prix du forfait qu'on a intégré depuis longtemps. C'est 20-25% de nos investissements qui sont... À la fois, il y a eu les investissements sur la création de neige de culture, et puis aujourd'hui, il y a le rétrofit, il y a la modernisation. Donc, un mètre cube de neige produit consomme aujourd'hui en air, parce que c'était de l'air comprimé, 3 à 4 fois moins d'air qu'il avait besoin il y a 10 ans. Donc on a aussi réussi à réduire notre empreinte sur la consommation électrique. Même si elle est décarbonée en grande partie en France, on a cherché à améliorer notre modèle de production de neige de culture. D'accord, merci Alexandre pour ces précisions. De rien, avec plaisir. Merci à Maurienne TV d'être venu jusqu'ici. Après cet échange avec Alexandre Molin, nous retrouvons Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, qui va nous parler du réseau d'eau de la 3CMA et de ses enjeux. On le rejoint. Merci Florian, nous sommes au lac du Loup à Saint-Pancrace en compagnie de Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne.
Bonjour Jean-Paul, la 3CMA a la compétence et la gestion de l'eau sur le territoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bonjour, bonjour Maurienne TV. La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan a une compétence, mais sur une partie du territoire. C'est-à-dire qu'on a la compétence sur les 8 communes qui concernent plutôt les Arves, hein, et l'ancienne communauté de communes de l'Arvan. Donc si je peux les citer, c'est Jarrier, Saint-Pancrace, les 2 Albiers, Saint-Sorlin, Saint-Jean-d'Arve, Fontcouverte et Villarambert. Donc on gère l'eau potable sur ces communes. Et dans ce cadre-là, alors avec plusieurs ressources, hein, on parlera peut-être tout à l'heure des ressources plutôt du lac Bramant, qui concernent les 4 communes, enfin les 5 on va dire avec les Bottières et Saint-Pancrace, les 4 communes qui sont aujourd'hui stations de ski. Mais on a aussi des communes comme Albier et Jarrier qui sont alimentées avec des sources différentes et avec des particularités pour certaines, comme Albier aujourd'hui, où on recherche de la ressource en eau. Donc on cherche de l'eau pour ces communes parce qu'on sait que dans le temps, aujourd'hui, voilà, avec les constructions, ben, il nous manque de l'eau. Donc c'est tout un travail qu'on doit faire et qu'on a commencé à faire. Alors sur Albier, mais pas que, puisqu'on a demandé de regarder les schéma directeur sur l'ensemble des communes. Le schéma directeur de l'eau, c'est un bilan qui est fait pour anticiper finalement les constructions futures et les besoins en ressources. Savoir si on a les ressources nécessaires pour dans 10 ou 20 ans pour pouvoir alimenter finalement avec les constructions nouvelles. Puisqu'on fait un gros travail avec les communes et là on est en train de monter, alors ça c'est à l'intérieur de la partie urbanisme de la compétence de la communauté de communes, c'est le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, qui a débuté et qui a pour objet aussi de déterminer au moins sur les 10 prochaines années, si on peut, c'est les constructions nouvelles que les communes ont, les projets qu'ont les communes, et tout ça on l'intègre bien sûr, alors sur la partie terrain, mais sur la partie eau, assainissement, tout ça c'est un tout, oui. D'accord, et en année, ça veut dire à peu près combien d'années? On anticipe sur 10 ans, on essaye d'anticiper sur 10 ans. Après, si on peut aller plus loin, mais bon, déjà sur 10 ans, c'est bien, quoi. D'accord. Vous êtes aussi propriétaire des barrages au pied du glacier de Saint-Sorlin. Alors on a une particularité, c'est peut-être unique en France, on nous a rétrocédé les lacs, hein, c'est la EDF qui exploitait ces lacs il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui ils sont pour l'exploiter, pour l'eau potable, pour les stations, donc les 4 stations, hein, de Fontcouverte, La Toussuire, Villarambert, Saint-Sorlin et Saint-Jean-d'Arve, plus Saint-Pancrace. Et c'est une particularité parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs de montagne qui alimentent en eau potable des particuliers et des collectivités. Donc ça, le fait d'être propriétaire, ça engendre des devoirs. Et les premiers devoirs, c'est un contrôle de ces lacs. Alors un contrôle physique déjà, donc on a des travaux qui sont prévus sur les 2 années futures. On a plus d'1 million d'euros à investir parce qu'il faut qu'on remplace les vannes, parce qu'aujourd'hui rien n'a été fait depuis des décennies. Mais il y a aussi le fait de contrôler l'eau et de connaître un peu les débits aujourd'hui, l'arrivée d'eau, les débits et surtout le contrôle physique de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a adhéré à un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Lac Sentinelle. Donc ils ont sur la région Rhône-Alpes beaucoup plusieurs lacs, hein, avec des fonctions différentes. Et le nôtre les intéressait parce qu'on est justement en alimentation d'eau potable. Donc on a fait une convention avec eux, ce qui nous permet, donc on a instrumenté aussi ces lacs, hein, pour avoir les niveaux, les températures, et un contrôle sur plusieurs années, parce que ça sera nécessaire. Une petite anecdote, c'est vrai que la semaine dernière, les services sont montés, alors ils montent toutes les semaines, hein, sur les lacs, parce qu'on doit contrôler quand même les débits, voilà, tout ce qu'on doit contrôler sur des barrages. Et ils ont, sur le lac Blanc, hein, donc le lac supérieur, c'est celui qui est directement sous le glacier de l'Étendard, avec une particularité, c'est que le glacier de l'Étendard n'alimente pas ces lacs. C'est simplement l'eau et la neige, finalement, qui alimentent ces lacs aujourd'hui, mais pas le glacier de l'Étendard, puisque le ressource va ailleurs.
Et on a constaté finalement une température élevée sur ces lacs, ce lac blanc, c'est 14 degrés en plein fin juillet. Et la formation commence à former des algues. Donc tout l'intérêt d'avoir un suivi sur ces lacs pour ne pas, que ces algues viennent polluer finalement l'eau potable qu'on a aujourd'hui sur ces lacs. Et si l'eau était polluée, qu'est-ce qu'on Après, ferait? je pense on peut à la source ou à l'arrivée, avec des filtres, voilà. Mais il faudra investir dans des moyens pour. Aujourd'hui, on n'en est encore pas là, mais c'est ces surveillances qui va nous permettre d'anticiper sur les 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en anticipation parce que l'eau devient un bien précieux. Aujourd'hui, sur ces lacs, on a une autorisation pour pouvoir exploiter 100 litres d'eau seconde par rapport à l'alimentation des stations. Et là, on est aussi, avec le schéma directeur dont je parlais tout à l'heure, en train de regarder si ça suffit ou pas par rapport au futur. Et on voit qu'on est quand même à la limite alors en période de pointe, bien sûr, pas aujourd'hui, mais au mois de février, quand les stations sont pleines, on est en limite d'autorisation. Donc il faudra peut-être renouveler cette autorisation. Je crois que l'eau, on en parle aujourd'hui avec la canicule et ce qui nous arrive, mais c'est de tout temps, c'est un bien très précieux. Je crois qu'il faut, et on va travailler pour pouvoir l'exploiter finalement au niveau intercommunal, parce que je pense qu'on pourrait faire des choses, travailler pour l'avenir. Je pense à Albier, où il faut qu'on retrouve des ressources supplémentaires. Où on va aller la chercher. Il n'y a plus beaucoup de ressources en haut, on est en train de regarder, et peut-être les amener des lacs blancs, peut-être, ou pourquoi pas de la vallée. Et tout ça, c'est de l'anticipation qu'il faut qu'on ait sur les 10 ou 20 ans. Mais il n'y a que si c'est pris à l'intérêt communautaire qu'on pourra le faire. Ça serait à la charge de la communauté de communes, tout ça? Ce sera à la charge de la communauté de communes. Donc c'est un coût financier qui est très important. C'est un coût financier qui est pas. On le connaît aujourd'hui. Hein, c'est quelques millions d'euros. Hein, c'est minimum 2 millions d'euros si on veut ramener une source à Albier. Mais on pourrait aussi peut-être, grâce à ça, avoir une sécurité même pour les lacs blancs, parce que le jour où on a un problème sur la conduite là-haut, en plein hiver, comment on alimente, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc ça pourrait être, voilà. Il faut qu'on l'anticipe sur les 10 ou 20 prochaines années, mais c'est un rôle de l'élu d'anticiper. Merci Jean-Paul pour l'éclairage de ce sujet sensible au cœur des problématiques. Merci à vous.